Bien, bonjour. Alors, suite à un problème d'enregistrement, je vais reprendre le cours qui a eu lieu tout à l'heure, c'est-à-dire que je réenregistre la fin du développement sur l'école et le grand 1 sur le capitalisme. Puis sur la vidéo qui va suivre, vous retrouverez la suite du cours, cette fois-ci en public. Et donc vous retrouverez le cours sur le capitalisme à partir du grand 2. Alors, je débute donc ce cours avec la question de l'école. Nous en étions au petit 2, la République contre l'école démocratique. Voilà. Pour situer le contexte, nous en étions précisément au petit 2 du grand A du grand 2. La République contre l'école démocratique. Petit a, une école trop élitiste. Oui, c'est une critique qui est effectivement faite à cette école française. Vous trouvez cette critique dans un ouvrage rédigé par deux auteurs que sont Christian Baudelot, B-A-U-D-E-L-O-T, et Roger Establet, E-S-T-A-B-L-E-T. Christian Baudelot et Roger Establet. L'ouvrage s'intitule « L'élitisme républicain ». Alors, les auteurs travaillent en particulier sur les enquêtes PISA, dont nous avons déjà dit un mot la dernière fois. Ces enquêtes PISA, programme international pour le suivi des acquis des élèves, et voici ce que les auteurs nous en disent. Ils écrivent que derrière un habillage égalitaire, l'école française reste trop et trop tôt sélective. L'école demeure prisonnière des principes idéologiques du XIXe siècle. L'école demeure prisonnière des principes idéologiques du XIXe siècle. Je les cite. Derrière un habillage égalitaire, une forme d'aristocratisme inavoué se dessine. Derrière un habillage égalitaire, une forme d'aristocratisme inavoué se dessine. Il s'agit de distinguer une petite élite, voilà ce qu'écrivent les auteurs, distinguer une petite élite sans se soucier d'élever significativement le niveau des autres. Distinguer une petite élite sans se soucier d'élever significativement le niveau des autres. Qu'est-ce qui dysfonctionne concrètement dans cette école française? Plusieurs éléments. D'après les auteurs toujours. Premier élément, la dichotomie entre grandes écoles et universités est dysfonctionnelle. La dichotomie entre grandes écoles et universités est dysfonctionnelle. Autre reproche effectué, l'école française craint la mixité sociale. Or, les écoles et les pays où la justice sociale est la plus grande sont les pays qui sont les plus efficaces sur le terrain scolaire. Ce sont les pays où il y a une grande mixité sociale et scolaire qui réussissent le mieux. Le Canada, la Finlande, la Corée du Sud. Autre critère, la pratique du redoublement, la pratique massive du redoublement n'est pas opportune. La pratique massive du redoublement n'est pas opportune. Enfin, les auteurs nous disent que le facteur patrimoine culturel familial, joue en moyenne 6 fois plus en France dans la réussite scolaire que dans les autres pays de l'OCDE.
le facteur patrimoine culturel familial joue en France 6 fois plus dans la réussite scolaire que la moyenne des pays de l'OCDE. Conclusion des auteurs à la lecture de ces enquêtes PISA, la France sur le terrain scolaire demeure le paradis de la prédestination sociale. La France sur le terrain scolaire demeure le paradis de la prédestination sociale. Alors, il est tentant, bien sûr, de rattacher cette analyse à celle de Pierre Bourdieu, Petit b, une école reproduisant et naturant les inégalités. Alors, Pierre Bourdieu est souvent cité par les candidats. Le conseil que je peux vous donner pour sortir du lot, c'est de tenter de réutiliser le vocabulaire de l'auteur, tenter de réutiliser le vocabulaire propre à l'auteur. Il ne s'agit pas pour moi ici de vous présenter la pensée de Pierre Bourdieu de façon exhaustive, vous la trouvez dans de nombreux manuels, simplement de tenter d'en dire quelque chose d'original. Alors, bien sûr que le cœur du propos n'est pas simplement de dire que l'école reproduit les inégalités. Le cœur du propos, c'est de dire que l'école naturalise les inégalités. L'école naturalise les inégalités. En clair, elle les rend légitimes. Elle les rend légitimes et acceptables. Et c'est frappant que de constater que ce mécanisme suppose une part inconsciente de participation des vaincus. Ce mécanisme suppose une part inconsciente de participation des vaincus. Je vous prends un exemple qui n'est pas très original et pas très amusant, mais qui est très clair. On peut entendre parfois dire « je n'ai pas réussi tel concours » du fait d'un manque de travail, d'un manque de capacité, d'un manque de savoir. Vous voyez bien comment les vaincus ou les perdants eux-mêmes intègrent ce discours qu'ils n'étaient pas au niveau, alors qu'il s'agit peut-être simplement d'une forme de violence symbolique qui leur a été imposée. Car Pierre Bourdieu nous dit ceci, il nous dit que l'enfant des classes défavorisées se trouve placé face à un mur de connaissances. L'enfant des classes défavorisées se trouve face à un mur de connaissances infranchissable, car il ne dispose pas du capital culturel familial hérité. Il ne dispose pas du capital culturel familial hérité. Eh bien, si vous voulez, cette difficulté pour l'enfant des classes défavorisées se voit surtout à l'oral. Cette difficulté se lie en particulier à l'oral, car l'enfant des classes défavorisées ne possède pas les codes pour réussir ces épreuves. C'est également là très visible au concours de la fonction publique. On note véritablement la crainte que suscite cette épreuve chez beaucoup de candidats qui n'ont pas, de par leur passé familial et personnel, eu l'habitude d'être confrontés à des personnes plus âgées ayant une position sociale importante. Donc, on a des candidats absolument paniqués qui sont persuadés qu'une question posée suppose une réponse précise et exacte et qui ne perçoivent pas qu'en réalité, il s'agit là d'un jeu social. Donc, l'école impose, si vous voulez, une forme de violence symbolique à ses enfants et assure la reproduction d'une élite et donc la domination d'une classe bourgeoise. L'école est donc contestée car elle est trop élitiste petit a, elle reproduit et naturalise les inégalités petit b. Une conséquence très concrète de cette école qui serait trop élitiste, eh bien c'est la mise en cause de la culture humaniste. Petit c, la mise en cause de la culture humaniste.
Alors, je fais référence ici à un rapport que je reciterai lors du cours sur la démocratisation de la culture. C'est un rapport qui est intitulé « Culture pour chacun ». Culture pour chacun. C'est un rapport de 2010, publié par le ministère de la Culture, qui est aussi connu sous le nom du rapport La Cloche, tout attaché, La Cloche, comme une cloche, La Cloche, du nom de l'un des rapporteurs. Eh bien, ce que l'on trouve dans ce rapport est que ce qui empêche la démocratisation de la culture et la réussite scolaire, ce qui empêche la démocratisation de la culture et la réussite scolaire, c'est la culture elle-même. Cette culture qui est une forme d'intimidation sociale. La culture, notamment diffusée à l'école, est une forme d'intimidation sociale. Et ce rapport invite à privilégier la culture au sens sociologique, c'est-à-dire ce qui particularise certaines habitudes, notamment la particularité des régions, la particularité des terroirs, au détriment de la culture au sens philosophique comme confrontation à l'altérité. Très concrètement, ce rapport propose de valoriser la culture populaire et la culture numérique et de, si vous voulez, limiter le développement d'une culture classique au sens humaniste. Une conséquence très concrète est la suppression de l'épreuve de culture générale à Sciences Po Paris au concours d'entrée en année préparatoire. L'épreuve de culture générale a été supprimée à Sciences Po Paris au concours d'entrée en année préparatoire. Réforme 2011. Tout va mal, en quelque sorte. L'école est donc à la fois trop démocratique pour certains, trop républicaine et élitiste pour d'autres. Il faut donc l'intervention de la puissance publique, grand B du grand 2. La refondation de l'école implique de réconcilier l'héritage républicain et la visée démocratique. La refondation de l'école implique de réconcilier l'héritage républicain et la visée démocratique de l'école. Petit 1, eh bien, il vous faut intégrer là des politiques publiques. Petit 1, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de 2013. Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école en 2013. 4 objectifs se trouvent dans cette loi. Je vous les présente. Premier objectif, en fin de CE1, faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français et en mathématiques. Faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français et en mathématiques en fin de CE1. Second objectif, en fin de CM2, réduire à moins de 10% l'écart de maîtrise des compétences entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. En fin de CM2, réduire à moins de 10% l'écart de maîtrise des compétences, en fin de CM2 donc, entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. Troisième objectif, diviser par 2 le nombre d'élèves qui sortent sans qualification. La loi nous dit que cela représente 12% des jeunes Français. Réduire par 2 la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification. Dernier objectif, qui ne vous surprendra pas, puisqu'il est confirmé par les lois de programmation successives, en 89, en 2005, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Conduire 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Alors pour ce faire, il y a différentes
évolutions. Vous savez qu'il y a un code de l'éducation. Ce code de l'éducation a été révisé par cette loi. Elle prévoit notamment que l'école diffuse comme valeur l'égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité. Elle insiste, mais j'en ai fait un point particulier du fait de son importance, sur l'enseignement de la morale laïque, qui consiste pour l'enfant à se forger un esprit critique, hein. Donc on va en dire un mot particulier, c'est très important. Elle crée les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, vous savez que les UFM avaient été supprimées. Eh bien, on crée des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Elle prévoit 60 000 postes au sein de l'éducation nationale sur la mandature. Alors, 60 000 postes supplémentaires, ça ne signifie pas 60 000 enseignants supplémentaires, parce que, évidemment, au sein de l'éducation nationale, les postes à pourvoir et les postes créés sont très diversifiés. Mais il y aura 60 000 recrutements sur la mandature. Et enfin, cette loi envisage la réforme des rythmes scolaires. Alors, un petit mot sur cette réforme des rythmes scolaires, de quoi s'agit-il? Eh bien, il a été constaté, et c'est écrit dans l'exposé des motifs, que beaucoup se joue au moment de l'école primaire et que les inégalités se creusent et perdurent au moment, si vous voulez, déjà de l'école primaire. C'est le point névralgique, l'école primaire. Alors, pourquoi modifier les rythmes scolaires? Pour alléger l'emploi du temps des enfants afin de permettre un meilleur apprentissage. Il s'agit d'alléger l'emploi du temps des enfants afin de permettre un meilleur apprentissage. Concrètement, il sera utilisé le mercredi matin, dorénavant, comme journée de cours. Vous voyez que les cours auraient lieu, les enseignements auraient lieu le matin et l'après-midi serait consacré plutôt à des activités ludiques ou des activités socialisantes. C'est quelque chose qui existe d'ailleurs depuis de nombreuses années en Allemagne. Vous suivez dans l'actualité les débats autour de cette réforme. Notez que jusqu'à présent, le nombre de jours était de 144 sur lesquels étaient consacrés les enseignements. Donc il a été considéré que 144 jours c'est trop peu, l'enfant n'est pas dans une situation optimale pour apprendre, il faut alléger les emplois du temps journaliers et donc utiliser le mercredi matin. Petit de la morale laïque, intitulée La morale laïque, une morale laïque a-t-elle un sens? Alors, sur la morale laïque, évidemment la question est débattue, vous êtes tout à fait libre de présenter un point de vue argumenté, quel qu'il soit, du moment que vous faites un effort d'explicitation de votre position. Ce que je vous propose de dire, c'est que, a priori, en démocratie, toute tentative d'imposer une conception de la vie bonne pourrait être perçue comme une forme de tyrannie. A priori, en démocratie, toute tentative d'imposer une conception de la vie bonne pourrait être perçue comme une forme de tyrannie. Ce qui est légitime en démocratie, c'est l'instruction civique, et pas l'instruction morale. Bon. Mais la République est quelque chose de plus que la seule démocratie. Elle présuppose en effet une certaine conception du bien. La République présuppose une certaine conception du bien, une certaine conception de la vie bonne. Elle place le citoyen au-dessus de l'individu. Ce qui est premier, vous le savez bien, c'est la cité. L'homme est un animal
politique. Le citoyen est au-dessus de l'individu. Cela vous paraît peut-être abstrait. Un exemple très concret, c'est Morson-sur-Orge, la jurisprudence du Conseil d'État. Il y a un accord des participants pour poursuivre ce lancer de nains et les magistrats que de répondre non, il y a quelque chose au-dessus de vous qui est un principe de dignité qui s'impose à vous malgré vous. Eh bien c'est cela la République. En République, il y a une certaine conception du bien qui est première. À ce titre, un enseignement laïque, d'une morale laïque, a un sens. Alors, pour, si vous voulez, apaiser les débats, il est possible de replacer cette question de la morale dans un temps long. Vous avez une loi célèbre, qui est la loi du 28 mars 1883, qui introduit la morale à l'école républicaine. Loi du 28 mars 1883, introduisant la morale à l'école républicaine, suivie d'une circulaire encore plus célèbre, certainement, une circulaire du 17 novembre 1883, circulaire du 17 novembre 1883, dite « Lettre aux instituteurs », que vous pouvez consulter d'ailleurs grâce à un accès Internet en PDF. C'est une circulaire de Jules Ferry qui dit « Je ne veux pas vous laisser débuter cette année, chers instituteurs, sans vous donner quelques conseils, etc. » Et il y a là une approche de cet enseignement des règles élémentaires de la vie morale. Il y a une approche de cet enseignement des règles élémentaires de la vie morale. Que nous dit Ferry, je le cite, de quoi s'agit-il? Voici ces mots. Cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères. Cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères. Alors, bien sûr, c'est un peu vague, mais cela donne une idée qui se précise par la circulaire du 25 août 2011. Donc on est là sur la précédente mandature, c'était Luc Chatel, mais ça nous permet là encore, si vous voulez, d'ouvrir un peu la perspective. Circulaire du 25 août 2011, relative à l'instruction morale à l'école primaire. Cette circulaire nous dit qu'il y a 4 thèmes d'études. Premier thème, l'introduction aux notions de la morale. Introduction aux notions de la morale. Le bien, le mal, le vrai, le faux. Second aspect, le respect de soi. Alors on y trouve un peu tout, c'est l'auberge espagnole, puisqu'on y trouve autant la dignité que la question de l'hygiène. Donc bon, c'est très large, très vaste. Troisième aspect, le respect des personnes, l'égalité, la politesse, entre autres. Et enfin, le respect des biens. Évidemment, il s'agit en particulier des biens d'autrui. Cette circulaire nous dit qu'il s'agit de se construire une conscience morale. Il s'agit de se construire une conscience morale, de contribuer au développement moral de l'enfant. Alors la différence avec, si vous voulez, ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est qu'en 2011, il était proposé une modalité d'enseignement par la répétition de maximes. Vous trouvez dans cette circulaire de 2011, du 25 août 2011, des maximes, notamment des extraits de La Fontaine, tel est pris qui croyait prendre, ou encore la méfiance est mère de la sûreté, tel est pris qui croyait prendre, ou alors la méfiance est mère de la sûreté. Voilà des exemples qui sont donnés dans cette circulaire, des maximes lapidaires qu'il s'agit de répéter et évidemment d'interroger, à partir desquels il était proposé de travailler. Dernier élément pour retrouver un rapport apaisé à l'école, petit 3, le bien-être des élèves. Le bien-être des élèves. Je m'appuie sur une note de janvier 2013 du Centre d'analyse stratégique. Centre d'analyse stratégique. C'est une note de janvier 2013 qui s'intitule « Favoriser le bien-être des élèves ». Favoriser le bien-être des élèves.
conditions de la réussite éducative. Favoriser le bien-être des élèves, conditions de la réussite éducative. 3 propositions majeures. Première proposition, mettre en œuvre des programmes de prévention contre le harcèlement. Mettre en œuvre des programmes de prévention contre le harcèlement, notamment par des jeux de rôle. Seconde proposition importante, développer les pratiques évaluatives encourageantes. Développer les pratiques évaluatives encourageantes. Par exemple, le contrôle type, distribué en amont, le contrôle continu, ou encore la possibilité de repasser un examen. L'idée, vous voyez bien, c'est des modalités d'évaluation moins anxiogènes. Troisième proposition, systématiser la réalisation de travaux collectifs. Systématiser la réalisation de travaux collectifs. Bien sûr, en conclusion, vous ne pouvez, me semble-t-il, que répondre les deux. L'école est à la fois républicaine et démocratique. Et c'est bien sûr cette dualité qui est à la fois un obstacle, mais en même temps une richesse. C'est cette dualité de l'école qui fait sa richesse. L'école est ce lieu à la fois intermédiaire et central. Elle a pour but de transmettre d'une génération périssable à une autre génération périssable la responsabilité du monde. Elle a pour but de transmettre d'une génération périssable à une autre génération périssable la responsabilité du monde. Elle est ce lieu entre l'ancien et le nouveau, entre l'enfance et l'âge adulte. Donc le choix entre l'école républicaine ou démocratique est impossible et inopportun, car ce qui constitue la chance de l'école française est bien ce double héritage. Bien, alors je vous propose d'aborder un autre sujet intitulé « Le capitalisme est-il moral ?» Alors, je m'attache au plan que vous avez sous les yeux et nous répondons dans une première partie que la moralité du capitalisme a fait l'objet d'une interprétation paradoxale. Alors, c'est une formule de style que j'utilise beaucoup. Vous savez que je vous invite à reformuler, évidemment. 2 points. Juger initialement amoral ou immoral, c'est le libéralisme qui a moralisé la pratique capitaliste. Alors, dans un grand A, nous allons répondre que le capitalisme est une idée amorale ou immorale. Petit 1, une première approche souligne la moralité du capitalisme. Une première approche souligne la moralité du capitalisme. Petit a, étant un système économique, le capitalisme ne concerne pas le domaine des valeurs.
Alors, amoral signifie qu'il ne concerne pas le champ de la morale. Amoral signifie qu'il ne concerne pas le champ de la morale. Et effectivement, on peut s'étonner de cette formulation et de ce sujet. Car qu'est-ce que le capitalisme? C'est un système, et donc, en soi, un système ne concerne pas le champ moral. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Mais une Twingo, par exemple, n'est ni morale ni immorale. C'est l'usage que vous en ferez qui déterminera la moralité. Et donc, cette question pourrait être résolue rapidement en répondant au correcteur « Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le terrain de la moralité, car le capitalisme est amoral. » Alors, je vous propose une définition du capitalisme en vous indiquant qu'il n'y a pas un auteur d'accord avec un autre, donc j'essaie de réunir les critères, mais il va de soi par exemple que si vous vous placez dans une perspective marxiste, cette définition consensuelle que je vous présente est incomplète et insuffisante. Donc il s'agit là des grands critères. Qu'est-ce que le capitalisme? C'est un système économique défini par la propriété privée des moyens de production, la liberté, le profit, un rôle central accordé à la banque et à la monnaie, un rôle central accordé à la banque et à la monnaie, et enfin, le dernier critère est celui de l'accumulation. Le capitalisme est un système économique défini par la propriété privée des moyens de production, construit autour des principes de liberté et de profit, donnant une place centrale à la banque et à la monnaie, et lié à la perspective de l'accumulation. Le capital est une richesse accumulée. C'est absolument fondamental. Alors, la difficulté, ça ne fait pas partie du cours en soi, mais puisque nous sommes sur le terrain des définitions, la difficulté, c'est de distinguer capitalisme, marché et économie de marché. Alors, si vous devez définir le marché, vous pourriez dire que le marché est un lieu qui peut être théorique, pensez à Walras par exemple, ou historique, c'est-à-dire les conditions et les modalités concrètes de l'échange. Le marché est un lieu qui peut être théorique ou historique. C'est un lieu d'échange, de confrontation de l'offre et de la demande, et qui est régulé par les prix. Lieu d'échange, de confrontation de l'offre et de la demande, qui est régulé par les prix. L'économie de marché est un ensemble englobant où le marché et le secteur privé ont une place centrale. Lieu englobant où le marché et le secteur privé ont une place centrale. Alors, petit a, nous avons dit qu'étant un système économique, le capitalisme ne concerne pas le domaine des valeurs. Il nous faut évidemment dépasser cette première approche, sinon le sujet en resterait là. Petit b, voilà ce que nous dit le plan. Cette première approche doit être dépassée. Le capitalisme est une triple réalité de l'ordre social, politique et de civilisation. Oui, cette idée, vous la trouvez chez Fernand Braudel, dans la dynamique du capitalisme. Alors, elle est exprimée ainsi, nous pouvons le dire autrement. On ne peut concevoir de capitalisme sans complicité active du champ social. Il n'y a pas de capitalisme sans complicité active du champ social. C'est-à-dire que le capitalisme entre en corrélation avec une culture et un champ social donné. Cela explique qu'il existe des formes capitalistes. Des formes capitalistes. Alors, quelles sont ces formes capitalistes?
eh bien, vous avez par exemple le capitalisme rhénan, R-H-E-N-A-N. Le capitalisme rhénan, c'est le modèle classique allemand, avec une perspective de long terme et une union entre une grande banque et, par exemple, une entreprise sidérurgique. C'est un peu le capitalisme de grand-père qui, aujourd'hui, est dépassé. Je ne parle pas du modèle allemand qui serait dépassé. Je dis cette modalité de capitalisme, cette façon de fonctionner sur le très long terme. Le capitalisme également colbertiste, c'est le nôtre. Très grande place accordée à l'État, capitalisme colbertiste. Un capitalisme anglo-saxon. Alors le capitalisme anglo-saxon donnerait une part plus grande à la libre concurrence. Vous voyez, si vous voulez, l'effet Reagan-Thatcher, plus grande place à la libre concurrence. Un capitalisme asiatisant. Alors il est vrai que le cercle est un peu trop large, mais l'idée est de voir qu'il y a, en tout cas au moment du décollage, pensez au dragon, une certaine forme dose d'autoritarisme. Bon. Enfin, le capitalisme nordique. Alors le capitalisme nordique, vous en entendez beaucoup parler, puisque les rapports en France l'évoquent assez fréquemment pour nous dire que l'on peut s'en inspirer car il y a une très grande flexi-sécurité et dans le même temps que ce modèle n'est pas transposable parce qu'il est culturel. Donc il existe des formes capitalistes qui entrent en corrélation avec le champ social. À partir de là, il est possible d'en juger sur le terrain de la moralité. Alors, quelle est l'approche classique sur le terrain de la moralité du capitalisme? Petit 2, au-delà de leurs différences, Église, République et démocratie se rejoignent dans la dénonciation de l'immoralité du capitalisme. Petit a, la position officielle de l'Église. Eh bien, la position officielle de l'Église, que nous nuancerons plus tard dans le plan, elle est assez évidente. Le capitalisme est antinaturel. Le capitalisme est antinaturel. Pourquoi? Parce que la possession des biens extérieurs n'est pas naturelle. La possession des biens extérieurs n'est pas naturelle. La terre appartient à Dieu. Donc, la possession en propre n'est pas autorisée. La possession en propre n'est pas autorisée. Basile de Césarée, dont vous trouvez le nom inscrit sur le support de cours, Basile de Césarée dit, IVe siècle, père cappadocien de l'Église, IVe siècle, les riches le sont car ils se sont emparés des biens destinés à tous. Les riches le sont car ils se sont emparés des biens destinés à tous. Eh bien, le commerce rend injuste car la convoitise tue la charité. Le commerce rend injuste car la convoitise tue la charité envers son prochain et envers Dieu. Le négocium, N-E-G-O-T-I-U-M, le négocium est la négation de l'osium, L'-O-T-I-U-M. Le négocium est la négation de l'osium. Le négoce, le commerce, est la négation du loisir, évidemment le loisir permettant la contemplation divine. Le négocium est la négation de l'osium, le commerce est la négation du loisir permettant la contemplation divine. Vous pouvez dire un mot du prêt à intérêt qui se dit l'usure, L'-U-S-U-R-E. L'usure est un péché. L'usure est un péché. La législation canonique interdit l'usure au clerc. La législation canonique interdit l'usure au clerc. Au concile de Nicée en 325. Et l'étant aux laïcs, il y a donc une interdiction universelle au concile de Latran
en 1179. Concile de Latran en 1179. Eh bien, cette dénonciation des méfaits du capitalisme, cette méfiance à l'égard du capitalisme, et vous pourriez bien sûr étendre le propos à l'argent si vous aviez un sujet sur l'argent, cette méfiance, vous la rencontrez donc au sein de l'héritage révolutionnaire. Petit b, l'héritage révolutionnaire, l'homme régénéré est au-delà de la question économique ou capitaliste. Alors, il y a effectivement une très belle formule dans un ouvrage de Mona Ozouf, dont vous trouvez le nom sur le support de cours. Très belle formule dans un ouvrage qui s'intitule « L'homme régénéré ». Voilà ce que nous dit l'auteur. Voici la citation. « Le dénuement du peuple neuf n'est pas un manque. Le dénuement du peuple neuf n'est pas un manque. De même, la richesse du peuple ancien n'est pas une chance. » C'est formidable, en plus ça rime. « Le dénuement du peuple neuf n'est pas un manque. De même, la richesse du peuple ancien n'est pas une chance. » Oui, vous voyez, cette longue accumulation des richesses est présentée comme une malchance. Il y a, si vous voulez, chez le riche, les marques potentielles du despotisme, de la féodalité. Pour vous aider à comprendre, si vous voulez, cette idée, l'homme, ne le dites pas comme cela dans une copie, mais c'est pour que ce soit clair, l'homme révolutionnaire est un homme amoureux, c'est-à-dire qu'il est au-delà des conditions économiques et sociales. C'est d'ailleurs une égalité qui est fondée en droit, une égalité juridique, et non pas une égalité économique. Pour percevoir cette particularité de l'héritage révolutionnaire, vous pourriez comparer notre héritage à l'héritage américain, qui n'a pas du tout le même rapport au capitalisme. L'héritage révolutionnaire américain est marqué par le mythe de la ligne de départ. Vous savez, le Mayflowers, les migrants qui descendent du bateau et qui se retrouvent à égalité sur la même ligne de départ. Donc, la réussite économique, eh bien, elle est liée à la providence, au travail ou au hasard. La réussite économique, elle est liée à la providence, au travail ou bien au hasard. Ce qui produit évidemment une approche beaucoup plus libérée du capitalisme du côté américain que du côté français. Cette méfiance à l'égard du capitalisme et de l'argent, vous la retrouvez chez le général de Gaulle, comme chez François Mitterrand dans son discours du congrès d'Épinay. C'est quelque chose qui traverse évidemment les années et qui est un héritage révolutionnaire. Dernier argument, petit c, le capitalisme est immoral car il peut se développer sans la démocratie ou contre la démocratie. Le capitalisme est immoral car il peut se développer sans la démocratie ou contre la démocratie. Alors, il y a là une citation intéressante de Pierre Rosanvallon, qui nous dit ceci, qui nous dit que Adam Smith n'est pas tant le père fondateur de l'économie politique, Adam Smith n'est pas tant le père fondateur de l'économie politique que le théoricien du dépérissement de la politique. Adam Smith n'est pas tant le père fondateur de l'économie politique que le théoricien du dépérissement de la politique. Alors il est vrai qu'ici vous pourriez faire état de vos connaissances sur le terrain économique en parlant, pourquoi pas, de la main invisible et de l'autorégulation des marchés par le jeu de l'offre et de la demande, le jeu libre de l'offre et de la demande, le régulateur, le curseur étant le prix. Mais je vous propose ici, pour vous montrer l'influence en quelque sorte négative du commerce sur la sphère politique, de parler de la publicité. Et de 3 publicités en particulier. Première publicité, premier slogan publicitaire, celui d'Yves Rocher, visible encore d'ailleurs au siège social
de cette entreprise que se trouve à Issy-les-Moulineaux. Voici le slogan publicitaire: liberté, égalité, beauté. Liberté, égalité, beauté. Autre slogan publicitaire qui concerne cette fois l'entreprise Nike: liberté, égalité, liberté. Liberté, égalité, liberté. Le sous-titre étant le football libre. Et encore plus récent, la publicité numéricable: liberté, égalité, rapidité. Bien sûr, le fait que ces publicités s'en prennent à l'idéal de la fraternité n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce le troisième terme qui est systématiquement attaqué? Eh bien, parce que le commerce a besoin d'un individu esseulé. Pour vendre, il faut avoir affaire à des individus esseulés, influençables. Et l'esprit de fraternité n'est pas propice forcément à l'esprit marchand. Vous voyez comment les valeurs inégalitaires du capitalisme s'imposent peu à peu au point véritablement, eh bien, de mettre à mal le terrain politique. Il y a une référence que vous pourriez également mobiliser, qui est un prix Nobel d'économie, qui s'appelle Kenneth Arrow, dont vous avez le nom sur le support de cours, qui nous dit que la forme politique la plus efficace pour le capitalisme est le despotisme éclairé. La forme politique la plus efficiente pour le capitalisme est le despotisme éclairé. Despotisme signifie pas de revendication sociale. Éclairé signifie pas de prétention pour l'État à tout gérer. Pas de prétention pour l'État à tout gérer. Le despotisme éclairé est la forme de gouvernement la plus efficiente pour le capitalisme. Alors, vous pourriez relier cette idée à l'actualité et expliquer actuellement la prévalence de la Chine, en particulier sur l'Inde, ce qui n'a pas toujours été le cas, du fait, bien sûr, de la très grande faiblesse des droits sociaux en Chine par rapport au cas indien. Alors, grand A, le capitalisme est une idée soit amorale, soit immorale. Grand B, eh bien, nous nuançons cette approche, nous disons que le capitalisme peut néanmoins être une activité morale. Le capitalisme peut néanmoins être une activité morale. Petit 1, capitalisme et religion, un rapport complexe et fin, ou comment la religion a favorisé l'essor du capitalisme. Alors, dans ce petit 1 qui concerne le capitalisme et la religion, nous traitons, petit a, de l'apport central de saint Thomas d'Aquin. Alors, saint Thomas d'Aquin, c'est le XIIIe siècle, et le support théorique s'intitule Somme, S-O-2-M-E, Somme théologique. Que nous dit saint Thomas d'Aquin? Il nous dit que la possession des biens extérieurs, la possession en propre, n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'il ne conteste pas, bien sûr, la doctrine officielle de façon frontale. La terre a été créée par Dieu, il n'est donc pas possible d'en changer la nature. Néanmoins, l'homme peut faire usage des biens extérieurs. L'homme peut faire usage des biens extérieurs. Les animaux, les arbres, les rochers, les minéraux, etc. Pourquoi l'homme peut-il faire usage des biens extérieurs? Parce qu'il est la créature la plus parfaite sur Terre. Il est la créature la plus parfaite sur Terre.
Il peut donc faire usage des biens matériels à condition de ne pas en altérer la nature. Saint Thomas d'Aquin se positionne également sur la question du gain. Il nous dit que le gain est compatible avec la doctrine de l'Église. Le gain n'est pas immoral. Le gain qui découle de l'activité capitaliste n'est pas immoral. Pourquoi ? Parce qu'il est mesuré, enfin s'il est mesuré, et permet de nourrir sa famille et de faire œuvre de charité. Le gain modéré n'est pas immoral s'il permet de nourrir sa famille et de faire œuvre de charité. La difficulté pour saint Thomas d'Aquin en son siècle est d'être confronté à la question du prêt à la grosse aventure, entre guillemets le prêt à la grosse aventure. Alors il s'agit, pour vous présenter les choses, si vous voulez, d'envoyer des bateaux au loin, collecter de l'argent, envoyer un bateau en mer, espérer son retour avec des biens rares, les vendre et faire un profit. Donc c'est le développement des sociétés par action en quelque sorte. Eh bien, le problème, c'est l'interdiction du prêt-intérêt. Saint Thomas va réussir à penser la moralité de ces prêts à la grosse aventure. Il nous dit que celui qui confie une somme d'argent à un marchand ne cède pas la propriété de son argent. Celui qui confie une somme d'argent à un marchand ne cède pas la propriété de son argent. Il n'y a donc pas prêt à intérêt. Donc cette activité est possible. Alors, la dernière limite, c'est le profit. Comment justifier moralement un profit alors que je suis chez moi, il y a de l'argent et je participe à la mise à l'eau d'un bateau en espérant un retour avec des victuailles et je gagne de l'argent en n'ayant au fond pas travaillé moi-même. Comment expliquer ce bénéfice ? Est-il moral ? Oui, il est moral car c'est le prix du risque. C'est le prix du risque. Vous avez pris des risques et à ce titre, une part du bénéfice est acceptable. Petit b, l'ascétisme protestant a favorisé l'essor du capitalisme. Alors ici, bien sûr, l'ouvrage essentiel, c'est l'éthique protestante ou l'esprit du capitalisme. L'éthique protestante ou l'esprit du capitalisme, c'est un ouvrage de Weber qui date de 1905. L'auteur s'intéresse aux calvinistes. Alors, Jean Calvin, XVIe siècle, vous savez qu'il fonde une église à Genève, avec à sa base un consistoire, donc c'est effectivement assez révolutionnaire, elle est organisée du bas vers le haut. Donc le calvinisme, et en particulier au sein du calvinisme, ce qui intéresse l'auteur, c'est la théorie de la prédestination. La théorie de la prédestination. De toute éternité, certains hommes sont élus, sont voués au salut, et pas d'autres. De toute éternité, certains hommes sont élus et d'autres condamnés. Cela provoque une angoisse très grande que les pasteurs vont chercher à contenir. Comment ? Eh bien, à l'aide de deux conseils. Premier conseil, vous devez vous considérer comme un élu. Ne doutez pas, vous devez vous considérer comme un élu. Second conseil, afin de ne pas douter, travaillez. Afin de ne pas douter, travaillez. Eh bien, cela conduit à une ligne de vie spécifique. C'est ce qu'on appelle l'ascétisme. A-S-C-E-T-I-S-M-E, l'ascétisme. L'oisiveté est condamnée
Les plaisirs de la chair hors mariage sont prohibés. Le sport est jugé inutile. Les théâtres shakespeariens seront fermés. La lecture de romans est une perte de temps. Donc il y a une focalisation sur le travail. Et le fidèle calviniste va chercher dans son activité professionnelle les signes de son élection. Le fidèle calviniste va chercher au sein de son activité professionnelle les signes de son élection. Eh bien, l'argent qui va être l'émanation de ce travail, l'argent, cette réussite économique, eh bien, l'argent va être épargné. L'argent va être épargné. Évidemment, dans une conduite de vie ascétique, il n'est pas question, si vous voulez, de dépenses somptuaires. Donc l'argent va être épargné, et c'est au sein de cette épargne, que le capitalisme va trouver le moteur de son développement. Le capital étant une richesse accumulée. C'est au sein de cette épargne que le capitalisme va trouver le moteur de son développement. Alors vous voyez comment la religion a pu favoriser une éthique rationnelle et favoriser l'essor du capitalisme. Petit 2, pourquoi le capitalisme est-il moral? Car il favorise l'échange, l'égalisation des conditions et la paix. Petit a, la moralité du capitalisme découle de la victoire intellectuelle du libéralisme, des auteurs libéraux. Alors, pour traiter de ce petit a, il nous faut distinguer le libéralisme du capitalisme. Nous avons dit tout à l'heure que le capitalisme était un système économique. Eh bien, le libéralisme est une philosophie d'ensemble. Le libéralisme, c'est une philosophie d'ensemble. C'est une philosophie globale. Le cœur du libéralisme, c'est l'individu et le rejet de tout pouvoir absolu. Le cœur du libéralisme, c'est l'individu et le rejet de tout pouvoir absolu. Alors c'est beaucoup plus large le libéralisme que le capitalisme, puisque vous avez par exemple le libéralisme sur le plan de la philosophie de l'histoire. C'est l'homme qui fait l'histoire. Le libéralisme, c'est aussi une certaine philosophie de la connaissance. Penser par soi-même, combattre les dogmes. Il y a un libéralisme politique. Il y a bien sûr un libéralisme économique, le capitalisme, mais libéralisme et capitalisme ne sont pas à confondre. Notez également qu'au XIXe siècle, le libéralisme est une doctrine subversive. C'est une doctrine subversive. Alors, si le capitalisme est jugé moral, c'est parce que les libéraux en ont défendu le principe. Si le capitalisme est jugé moral, c'est parce que les libéraux en ont défendu le principe. Pourquoi défendre le capitalisme? Eh bien, disons-le avec Montesquieu, voici ce que dit l'auteur: le commerce est la profession des gens égaux. Le commerce est la profession des gens égaux. Développons, voilà ce que l'on peut en dire. Le commerce substitue la logique de l'échange égal et pacifique. Le commerce substitue la logique de l'échange égal et pacifique à la logique du commandement inégal et potentiellement guerrier. Le commerce substitue la logique de l'échange
égale et pacifique à la logique du commandement inégal et potentiellement guerrier. Cet ordre repose sur l'intérêt. Vous savez qu'en poursuivant son propre intérêt, chacun poursuit en réalité le bien commun. Si vous voulez un exemple très concret de cet intérêt du commerce dans un souci de pacification, eh bien vous avez pourquoi pas la théorie des avantages absolus, mais également la théorie des avantages relatifs. Et comme construction encore plus concrète, ce n'est pas une construction cette fois-ci intellectuelle, encore que c'est aussi une construction intellectuelle, mais vous avez évidemment la construction européenne. La construction européenne. Vous pouvez très bien ici faire référence au discours du salon de l'horloge, au Quai d'Orsay bien sûr, c'est un discours, le salon de l'horloge est au Quai d'Orsay, et puis expliquer que le choix de la voie économique pour construire l'Europe n'est pas seulement un choix par défaut. Le choix de l'union économique n'est pas seulement un choix par défaut. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu faire l'Europe immédiatement de la façon politique qu'on a choisi la voie économique. C'est aussi parce que la voie économique était celle qui devait assurer une paix durable. Je ne souhaite pas présenter les choses de façon trop directe, mais enfin, on ne tue pas celui avec qui on échange. C'est ça l'idée présentée de façon très directe. L'Union européenne se fonde sur le commerce, car le commerce favorise la connaissance de l'autre, et donc l'échange pacifique et la paix. D'ailleurs, il n'est pas non plus un hasard que l'on ait choisi le charbon et l'acier, puisqu'il s'agissait, dans ce traité CECA, de concurrencer les soviétiques sur ce terrain-là. Alors, petit a, donc, la moralité du capitalisme découle de la pensée des auteurs libéraux. Petit b, vous pourriez dire que le capitalisme est moral par défaut. Alors, pour dire que le capitalisme est moral par défaut, on aurait envie, si vous voulez, d'écrire what else, c'est-à-dire que proposer d'autre. Le capitalisme est moral du fait de l'échec des autres systèmes. Alors il est vrai que vous pouvez suivre cette voie dans une copie, et pourquoi pas vous appuyer sur Francis Fukuyama, La fin de l'histoire ou le dernier homme. Simplement, si vous le faites, comme cette référence est souvent citée, mais très peu développée, je vous invite vraiment à en dire quelque chose d'un peu précis, d'original, et donc à travailler sur cet ouvrage pour surprendre agréablement le correcteur. Moi, je vous propose une voie qui se veut plus originale, en tout cas je l'espère, et je m'appuie sur un auteur qui est Eric Hobsbawm. Vous avez son nom sur le support de cours, Hobsbawm, L'âge des extrêmes. L'âge des extrêmes. Alors c'est assez surprenant parce que l'auteur nous dit que c'est grâce à l'URSS que le capitalisme a survécu et a tendu vers l'excellence. Alors, vraiment surprenant, c'est grâce à l'URSS que le capitalisme a survécu et qu'il a tendu vers l'excellence. Pourquoi ? Il y a un argument, si vous voulez, évident, c'est Stalingrad. C'est le sacrifice soviétique à Stalingrad face aux armées du Reich. Mais il y a plus subtil que cela. Enfin, plus subtil, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut développer cette idée chez Hobsbawm en suivant sa réflexion sur un autre terrain. Ce terrain, c'est celui de l'attrait du modèle soviétique. L'attrait du modèle soviétique. Voilà ce que dit en 1959 Khrouchtchev à la tribune de l'ONU. Khrouchtchev, alors méfiez-vous, il y a 3 H, K-H, R-O-U, C-H, T-C-H-E-V. Khrouchtchev en 1959 à la tribune de l'ONU. Vos petits-enfants vivront sous le communisme, point d'exclamation. Vos petits-enfants vivront sous le communisme, point d'exclamation.
Je vous rappelle que la bombe H pour les soviétiques c'est en 53 et que Spoutnik c'est en 57. Hein. La bombe H c'est en 53 et Spoutnik en 57. Donc il y a un véritable attrait du modèle soviétique qui implique pour le capitalisme de tendre vers l'excellence. Hein. C'est cette concurrence soviétique qui implique que le capitalisme tende vers l'excellence afin de s'opposer, et c'est cette confrontation qui va permettre au modèle capitaliste de s'affiner et de s'affirmer. Dernier argument, c'est le petit c, la possible complémentarité entre capitalisme et démocratie. Alors, il y a ici deux tirets. Premier tiret, l'efficacité économique du principe démocratique. L'efficacité économique du principe démocratique. Pourquoi la démocratie est-elle un principe d'efficacité économique? Eh bien, l'idée est la suivante. La liberté de parole permet de confronter les idées et de réorienter des politiques économiques. La liberté de parole permet de confronter des idées et de réorienter des politiques économiques. Alors, vous trouvez cette idée chez Amartya Sen, dans La démocratie des autres. L'auteur tente de comprendre pourquoi la Chine a connu de telles famines et pas l'Inde une fois les Britanniques partis. Eh bien, la réponse est celle-ci. L'auteur nous dit qu'en Inde, il était possible de s'exprimer publiquement, de contester, de manifester, et d'attirer l'attention des gouvernants sur les politiques économiques. C'est la liberté d'expression qui a permis de réorienter des politiques économiques. Eh bien, cette idée, vous la trouvez également chez un auteur qui s'appelle Stiglitz, Joseph Stiglitz, dans un ouvrage sur un autre plan, qui traite d'autres éléments, mais qui s'appelle La Grande Désillusion. La Grande Désillusion. Il nous dit que les politiques du FMI ont été pro-cycliques, les politiques du FMI ont été pro-cycliques, car elles étaient prisonnières du consensus de Washington. Elles étaient prisonnières du consensus de Washington. Privatisation, déréglementation, libéralisation rapide. Et l'impossibilité de discuter de ce dogme a conduit à des effets pervers. En particulier, l'auteur travaille dans cet ouvrage sur la crise russe de 1998 et montre comment la privatisation trop rapide et la libéralisation brutale a induit une hyperinflation et une récession. La libéralisation trop rapide et la privatisation ont induit une hyperinflation et une récession. Second tiret, l'efficacité démocratique du marché. L'efficacité démocratique du marché. Alors, ici, je m'appuie sur Marcela Yacoub. Je pense qu'on peut encore citer cet auteur qui a défrayé la chronique. En particulier, je m'appuie sur son histoire de la pudeur publique. Alors, comme souvent avec Marcela Yacoub, il y a une pensée passionnante à contre-courant et elle prend un exemple qui est celui du don d'organes. Bon. Et elle nous dit qu'il n'y a pas de don, pas suffisamment de dons,
en dehors des cas qui sont ceux de la maladie de proche. Lorsque l'on donne un organe, c'est que l'on se trouve dans une situation de violence symbolique et psychologique. Lorsque l'on donne, c'est que l'on n'est pas en situation de refuser. Et la question que pose l'auteur, et qui interroge, est pourquoi ne pas passer par le marché ? Le marché est plus protecteur du droit des individus. Ce qui n'enlèverait d'ailleurs rien à la possibilité du don. Pourquoi continuer dans ce non-dit qui veut que seule la violence symbolique et psychologique soit et fasse effet ? Le don resterait possible, le don cérémoniel, les dons unilatéraux ou les dons de solidarité, mais il y a ici une efficacité démocratique du marché, c'est-à-dire que c'est le marché qui protège de façon plus aboutie les droits des individus. Alors c'est évidemment une approche qui peut se discuter dans une copie, mais qui a le mérite de susciter la réflexion. Vous arrivez à la fin de votre première partie et vous dites, eh bien, équilibre. Notre repère, c'est le terme équilibre. Le capitalisme, jugé principalement amoral ou immoral, a connu sous l'influence des penseurs libéraux, une moralisation. Le capitalisme jugé amoral ou immoral a connu, sous l'influence des libéraux, une moralisation. Cet équilibre est néanmoins remis en cause. Cet équilibre est néanmoins remis en cause. Et je vous invite, à partir de maintenant, à suivre le cours, la suite du cours en public. Nous reprenons donc, maintenant à partir du grand 2, la mutation et les excès du capitalisme nécessitent l'intervention de la puissance publique et une réflexion éthique renouvelée afin de moraliser les pratiques. Voilà, la vidéo donc reprend maintenant en public. Merci.